Bonjour, je m'appelle Ioan Negruțiu, je suis professeur de biologie à l'École normale supérieure de Lyon. Ma trajectoire est passée par des études en agronomie, en biologie, et à l'intérieur de la biologie, je me concentre à des questions qui sont de la génétique du développement, avec une question qui me semble assez sympathique, c'est quoi une fleur ? Donc, ceci est mon activité de recherche à laquelle j'ai consacré une bonne partie de ma vie. Mais en même temps, j'ai eu envie de m'évader un peu de cette sphère esthétique et sympathique vers la dimension sciences et société. Dans ce cadre-là, j'anime un cours pour les biologistes qui s'appelle Sciences et société. Et dans la foulée de cette expérience, on a monté un institut qui porte le nom de Michel Serres et qui consacre ses activités aux ressources et aux biens publics. Et nous sommes actuellement à Berlin, un jour de novembre, dans le cadre d'un programme qui a été initié il y a 2 ans, qui s'appelle le projet Anthropocène. Et ces jours-ci se déroule le campus Anthropocène, Anthropocene Campus. Donc c'est une sorte d'école d'automne, on va dire, dans laquelle des étudiants, des jeunes chercheurs, triés un peu sur le volet, ont été conviés pour débattre de cette question qui a débarqué dans le paysage intellectuel relativement récemment, l'Anthropocène. Et donc, dans ce cadre-là, j'anime un atelier avec des collègues suédois et américains sur la problématique, très épineuse d'ailleurs, donner une valeur à la nature. En fait, en partant de la question « qu'est-ce qu'une fleur ?», on arrive très très vite à se poser des questions sur la part du végétal dans les paysages, dans les écosystèmes, dans la biosphère et surtout dans les sociétés humaines et notamment dans des sociétés humaines sophistiquées comme celles du monde occidental. Dans ce contexte-là, le végétal porte en lui les conditions, les ingrédients, des options à imaginer lorsqu'on veut passer de la société actuelle, considérée comme un cul-de-sac, vers des sociétés soutenables. Donc la place du végétal dans cette trajectoire est incontournable, et donc ça m'a amené à me poser des questions sur les ressources renouvelables, les ressources biologiques, et le lien qu'on pouvait faire, une fois qu'on s'est plongé dans cette réflexion, entre ces ressources et leur contexte, la société, la politique, leur gestion et, je dirais, l'histoire qui les traverse. Et je me suis rendu compte à l'usage, notamment en organisant un colloque en 2011 sur la problématique ressources, en invitant quasiment toutes les disciplines au chevet de la question, pour me rendre compte si la problématique ressources qui avait été très bien posée dans les années 1970-1980 avec les limites à la croissance ou halte à la croissance, le Club de Rome, avait été épuisée intellectuellement, pourquoi elles ont disparu des agendas et du paysage intellectuel, tout en restant une sorte d'arrière-plan à toutes les discussions, tous les articles publiés dans les journaux.
ou alors que c'était une question ringarde et que ce n'était pas la peine de s'y pencher. Donc le colloque nous a quand même transmis le message, oui, c'est une question qui est peut-être occultée, masquée, mise de côté pour des raisons qui méritent d'être analysées. C'est le point de départ de l'Institut Michel Serres un an après, en ayant comme enseigne les ressources et les biens publics. Donc ça annonce un peu la couleur. Je peux commencer cette analyse en vous disant que la réflexion sur les ressources s'est tout de suite trouvée confrontée aux agendas du jour, c'est-à-dire la question climatique, la question de la biodiversité, et puis tout ce qui se discute avant, autour, derrière, etc. Sauf que dans aucun débat, on retrouve actuellement la façon dont la question ressources avait été posée par, je dirais, le questionnement de halte à la croissance. Or, ce que ce programme disait, c'est que dans l'ensemble des indicateurs, des paramètres qui avaient été observés dans le questionnement une planète finie, une stratégie de développement qui se basait sur l'idée d'une croissance infinie, posait donc problème. Et dans la série de ces indicateurs, les ressources étaient le marqueur qui, le premier, annonçait disons, le retour, le changement des tendances. La disponibilité en ressources était le signal annonciateur d'une série de changements qui allaient concerner la démographie, la santé des individus sur cette planète, l'alimentation, la pollution, la production industrielle et autres. Dans tous les cas de figure, l'allure des courbes qui avaient été projetées à l'époque indiquait des changements importants. Mais la première courbe qui amorçait un déclin, un changement d'allure, c'était celle liée à la disponibilité de ressources. Donc ça nous semblait un élément extrêmement intéressant dans le questionnement. Et ce qu'on voulait aussi faire, c'est de s'éloigner des tendances, je dirais, systématiques, qui voulaient que les ressources étaient traitées par secteur, avec la part du lion pour l'énergie, et puis en saucissonnant l'eau, l'alimentation, etc., avec les institutions qui vont avec. Donc dans cette idée, on s'était dit que replacer la problématique ressources dans le questionnement général, enchaîner, lier cette problématique de ressources aux autres questions du moment, c'est-à-dire le climat, la biodiversité, la santé publique, etc., méritait attention, et nous, en tant que scientifiques, on l'a pris comme l'hypothèse des recherches et des questionnements à proposer. Alors il y a trois volets à cette façon de se pencher sur les ressources. On voulait le faire en incluant, sous le sigle Institut Michel Serres, la démarche sociétale, la démarche éducation-formation et la démarche recherche. Dans cet ensemble, j'ai trouvé à l'usage une catégorie d'interlocuteurs absolument extraordinaire, c'est les étudiants. Et en fait, je dirais l'émergence de l'Institut Michel Serres est une opération fabriquée, si je peux dire, en amphithéâtre. C'est lors de ces discussions sciences et sociétés, de ces échanges autour des activités que ces étudiants-là déployaient dans la société, en marge des questions qu'on discutait dans le cours, qu'a vraiment émergé la thématique de l'Institut. Je vous donne deux exemples. Dans cette interface sciences et société, donc macérée par les discussions en amphithéâtre, c'est le positionnement de l'Institut
dans la campagne 2014 sur deux thématiques ou deux groupes de thématiques. Quels sont les défis globaux, quels sont les grands défis du moment? On les a regardés et on a fait des choix, tout en sachant que ce qui nous intéresse le plus, c'est de les comprendre, mais surtout de comprendre les liens qui s'établissent entre ces catégories de ressources. Il nous semblait important aussi de faire établir des liens très importants entre des ressources physiques, matérielles, et des ressources immatérielles. Et assez surprenamment, lorsque nous avons fait une petite enquête autour de la perception individuelle et collective de ressources, ce qui en ressort, c'est que les gens se retrouvent facilement dans des problématiques ressources lorsqu'elles sont matérielles, alimentation par exemple, logement, mais très peu ou pas du tout lorsqu'on veut leur parler de ressources comme les savoirs, les institutions, la gouvernance et les rapports de force qui s'établissent à travers ces ressources immatérielles pour mieux retomber sur des problématiques très matérielles, accès à l'eau, accès à la terre, accès aux ressources de type alimentaire, énergétique et autres. Dans cet enchaînement, on a aussi compris que les agendas actuels, celles liées au climat par exemple, ne sont pas suffisamment bien cadrés et probablement l'élément manquant dans ce cadrage est le passage vers le questionnement sur le climat, les changements climatiques, sur la question sans doute très épineuse de ce qu'on peut appeler les ressources accessibles pour une population donnée sur un territoire donné et l'accès à ces ressources, l'ajustement de ces ressources en fonction des besoins. Et vous tombez tout de suite là-dedans dans la dimension socio-économique, socio-politique de la question. Donc on s'était dit, in fine, et là on peut peut-être reprendre la discussion autrement, et si les discussions autour des questions climatiques passaient d'abord par la question de la justice sociale, de la responsabilité environnementale, par rapport notamment à l'accès à ces ressources. Et pour l'instant, je persiste à penser que c'est la bonne clé d'entrée dans les agendas politiques du moment, comme le climat et la biodiversité. Un mot sur la biodiversité. Elle est certainement une composante importante de la case ressources, de la résilience de ces ressources dans des conditions d'environnement données, mais la traiter à part de la problématique ressources en général est extrêmement problématique parce que difficile à quantifier et parce que les spécificités liées à cette diversité changent d'un territoire à l'autre, aussi bien que les questions liées à la nature du climat qui caractérise un territoire donné. Donc, comment est-ce qu'on passe d'un référentiel ressources à un autre sur les agendas de la science et par ricochet du monde politique, voire économique? Donc, comment est-ce qu'on passe des limites liées aux ressources aux limites planétaires? Je pense que l'arrivée du concept anthropocène est intimement liée. Alors, il y a peut-être les limites d'abord qui appellent l'anthropocène et l'anthropocène qui, du coup, se trouve à l'aise dans la dimension des limites. Je ne pense pas qu'il y ait une rupture profonde. Je pense même que la terminologie nous incite à reprendre la problématique ressources et l'expliciter en termes de limites planétaires. Entre 1950 et 1970, le temps de l'expérience Club de Rome, se dessine dans cette fenêtre de temps ce qu'on appelle la grande accélération, c'est-à-dire l'arrivée d'une capacité technologique impressionnante et une augmentation de la population mondiale.
l'ensemble de ces deux forces ont certainement annoncé, ont permis de percevoir l'existence de ces quelques limites. Alors ces 10 limites, puisqu'on en parle d'une dizaine, sont à des échelles ou à des moments distincts dans la façon dont on s'approche ou on dépasse ces limites. Mais il me semble aussi clair que dans les limites qui tiennent par exemple du climat, on est devant la façon dont nos sociétés ont exploité les ressources fossiles. Tout ce qui a tourné autour du développement économique lié aux ressources fossiles est passé par une augmentation de la quantité de CO2 et d'autres gaz à effet de serre produites par ce développement. La démographie a rajouté une couche, même si dans la démographie, on peut se poser beaucoup de questions sur dans quelle partie du monde, quel type d'activité, quel est l'état de développement social et économique de ces populations qui ont fait qu'on est passé de 2 milliards, 3 milliards à 6 milliards de personnes en si peu de temps. Ensuite, la problématique des limites fait partie sans doute de l'interface où se retrouvent, je dirais, la géosphère et la biosphère, c'est-à-dire la dimension écosystémique de ces développements de sociétés économiques et d'exploitation conjointe des ressources. C'est en quelque sorte le débat qu'il y a autour de c'est quoi l'Anthropocène. Si c'était à moi de répondre, je dirais que la controverse autour de sa dimension, de sa nature géologique me laisse un peu surpris, mais je ne suis pas très inquiet du fait qu'il y a controverse autour de la définition. J'aimerais peut-être ajouter, pour ma part, la composante qui me semble la plus probante dans des questions qu'on se pose sur l'Anthropocène, notamment le fait que dans l'Anthropocène, on identifie la montée en puissance d'une espèce dans l'ensemble de ce qu'est la diversité du vivant du monde, qui s'approprie des capacités hors du commun, avec lesquelles ou à travers lesquelles elle provoque des impacts extrêmement importants sur l'environnement. Dans cet environnement, on retrouve l'essentiel des ressources qui sont captées et utilisées par nos activités humaines et par nos consommations correspondantes. Donc, que ces limites concernent dans la plupart du temps des ressources physiques, ça me semble être le lien organique entre les limites et la problématique de ressources. Après, il y a un certain nombre de paramètres géophysiques, géochimiques, mais qui d'une manière ou autre se retrouvent au niveau de ce que c'est une activité biologique sur des substrats géologiques dans chacun des écosystèmes. L'eau, l'acidité, la quantité, la composition physique de ces éléments, tout ça concourt à un équilibre et à des cycles. L'idée de cycle me semble extrêmement importante dans la question des limites, mais aussi dans la façon dont ces composantes biosphériques et aux interfaces géologiques contribuent aux équilibres écosystémiques. Or, l'Anthropocène, la grande accélération dont je parlais ici, bouleverse ces cycles et à travers les cycles pose problème dans ce qui est apparu au long de ce cheminement comme étant les services dont les humains bénéficient dans le cadre de ses rapports avec son environnement. La capacité de charge est le sujet qui fâche depuis longtemps. Déjà au niveau de la théorie standard de l'écologie, même si les choses sont définies et sans parler de consensus, on est bien d'accord
que chaque territoire, avec son potentiel propre, avec les populations qui l'habitent et avec les interactions qui s'établissent entre ces populations, a des limites. Et que chaque fois dans ces systèmes où le pacte des espèces est respecté, des ajustements se font périodiquement. Lorsque l'Anthropocène arrive, comme on avait dit, l'espèce humaine se positionne différemment dans ce contrat des espèces, c'est-à-dire elle rompt le pacte des espèces. On revient un peu à Michel Serres avec le contrat naturel en quelque sorte. Et cette rupture-là a des conséquences importantes dans la mesure où elle injecte dans le système la dimension culturelle. Donc on a une capacité de charge qui est certes dépendante des composantes populationnelles, fonctionnelles, biologiques des espèces en général et de l'espèce humaine en particulier, les besoins en alimentation, en énergie et tout le reste. Mais elle pose aussi des questions par rapport à la capacité de ces populations de s'organiser, de structurer leur activité, de montrer des capacités d'optimiser ces capacités d'organisation et donc faire meilleur usage des ressources disponibles. Ce qui fait qu'entre deux territoires qui ont les mêmes capacités en ressources naturelles, en fonction des capacités d'organisation des sociétés, on va voir des sociétés qui sont résilientes et durables et d'autres qui le sont moins. On parle même, dans le cadre des pays, des territoires qui sont bien dotés en ressources, de la malédiction de ressources, dans la mesure où il y a là une sorte de, si on parle politiquement correct, un laisser-aller organisationnel qui fait que la rente des ressources remplace les besoins d'une réflexion profonde sur l'organisation de la société, sur la démocratie qui opère derrière ces modes d'organisation. N'empêche, je pense que, et c'est là peut-être un lien supplémentaire avec les limites planétaires, globalement, on arrive à un stade où la démographie, la capacité en ressources de la planète, que ce soit énergie, eau, alimentation, et les multiples besoins de nos sociétés, posent problème à cette échelle globale. Il y a, avec par exemple l'empreinte écologique, même s'il y a débat très fort autour de sa capacité de répondre à la question qui est celle de la capacité de charge, je pense que globalement on est d'accord qu'il va falloir se poser la question comment est-ce qu'on va gérer une planète sur laquelle vivent actuellement 7 milliards d'individus avec un certain nombre de ressources qui, dans leur capacité théorique, permettent une certaine flexibilité, mais qui, dans la réalité, par les questions de dégradation de leur qualité, dégradation de leur accès, restriction dans l'accès pour des raisons qui vont de la gestion politique jusqu'aux conflits politiques les plus violents, indique fortement que nous ne pouvons plus éluder la question de la capacité de charge. Elle figure d'ailleurs dans les discours politiques que j'ai pu observer lors des préparations de la conférence sur le climat COP 21, dans les inquiétudes liées, par exemple, et exprimées par Laurence Toubiana. Donc je pense que c'est une des questions qu'il va falloir laisser rentrer avec, je dirais, le titre de la reconnaissance qui s'impose, vu du point de vue de la science, mais vu surtout du point de vue de l'acceptabilité, je dirais, politique de la question de la capacité de charge. C'est d'autant plus important que dans ce qu'on appelle l'Anthropocène, on observe un équilibre persistant entre l'assemblage, qui est l'assemblage souhaitable entre une organisation sociale crédible et la place que cette organisation sociale
a dans l'écosystème, dans l'environnement qui est le sien. C'est-à-dire, on est censé parler de ce que moi j'appelle la résilience ou la vulnérabilité socio-écosystémique. On peut avoir des environnements résilients et on peut avoir des systèmes sociaux vulnérables. Comment s'emboîtent les deux? Que faut-il faire pour que le système présente une résilience qui est à la fois sociale et environnementale? Et je pense que c'est la question centrale des évolutions à venir, celles qui vont mieux répondre à la question de la capacité des charges et des contraintes qu'elles posent. Mais elle le pose d'autant plus que actuellement on est confronté avec des asymétries, notamment de pouvoir, dans lesquelles on observe que les systèmes sociaux sont affaiblis, sont vulnérables, sont changeants, sont fragiles, notamment parce que dans la façon dont nos sociétés évoluent, on observe des inégalités de plus en plus fortes, inégalités qui demandent en fait un retour, je dirais, aux fondamentaux, qui pour moi se traduisent dans une simple formule directe qui est celle de mettre en place politiquement, économiquement, financièrement ce qui est nécessaire pour accorder à chaque humain un droit universel de ce qu'on peut appeler le socle de sécurité sociale. Il est important parce que une fois qu'on a établi cette nécessité, elle va parfaitement bien ensemble avec des besoins fondamentaux qui tout de suite se traduisent dans des besoins et l'accès aux ressources qui répondent à ces besoins. Et dans la liste, la liste est intéressante, elle est longue, mais je pense qu'on s'est déjà mis d'accord, philosophiquement parlant, techniquement parlant, sur ce que c'est les besoins fondamentaux d'un être humain, qui vont des besoins physiologiques jusqu'aux besoins culturels, politiques les plus élémentaires. Donc cet ensemble-là, il me semble que ne devrait plus ou pas être négociable. Contrairement à l'adage que le mode de vie américain n'est pas, je pense que la chose qui n'est pas négociable, c'est l'accès de chaque individu sur cette planète à ce socle de sécurité sociale. Donc, une fois qu'on l'a posé comme ça, on peut, dans l'idée de la capacité de charge, se dire, si on donne à chaque être humain le strict et vital minimum, où est-ce qu'on est par rapport à la capacité de charge? Certes, elle va être variable d'un territoire à l'autre, mais dans l'idée d'une résilience sociale, sociétale et écosystémique, il faut aussi vérifier que pour des territoires donnés, cet équilibre est possible. Je prends le cas des territoires qui se trouvent en environnement extrême, les pays du Golfe, les pays producteurs de pétrole, qui ont certainement des ressources fossiles en quantité impressionnante, mais qui se trouvent, du point de vue de l'environnement, dans des difficultés de produire sur place directement nourriture, quantité et disponibilité en eau, etc. Donc tout ceci devrait faire partie d'un bilan global, comparatif, et à travers lequel on peut se dire, est-ce que nos capacités de charge pour répondre aux besoins fondamentaux, où on en est? Et c'est un peu un des exercices qu'on a tenté de faire ici lors du cadre des entretiens, des ateliers de l'Anthropocène à Berlin. Une fois qu'on a fait cet exercice, je pense qu'on peut par la suite rentrer dans l'autre débat qui est celui-là, qu'est-ce qu'on fait avec ce qui apparaît comme des besoins superflus. Les Anglais ont des formules intéressantes parce qu'ils disent les needs et les wants. Comment est-ce qu'on négocie la dimension de ce qui peut être appelé superflu? Il est superflu non seulement par rapport à ce qui serait un besoin culturellement acceptable, mais il serait ainsi un superflu par rapport à des capacités écosystémiques. Donc ça, c'est une discussion qui, à mon avis, ne peut pas ne pas avoir lieu.
si on veut avoir le cœur net sur c'est quoi le développement durable, quelles sont les étapes et avec quel rythme on va vers cette transition qui veut qu'on fait un cheminement de business as usual, comme on dit, vers ces sociétés résilientes, soutenables. Alors, ce qui blesse profondément dans cette façon de poser la question, c'est comment est-ce qu'on fait aujourd'hui par rapport à ces inégalités et le fait que, à la louche, une moitié de l'humanité se trouve en situation d'insécurité socio-écosystémique et donc à laquelle on n'assure pas ce minimum vital. Comment est-ce qu'on va basculer, sans parler des générations futures, par rapport à ces capacités de charge, pour que chaque humain aujourd'hui ne se trouve pas dans ce que j'aimerais plutôt nommer une sorte d'homicide diffus, lent, qui se passe sous nos yeux. Et ça, je trouve absolument inacceptable. Et c'est pour cela que, dans le cadre de l'Institut Michel Serres, on essaye de mettre sur la table ce type de notion, ce type de réflexion, et dans lequel, par exemple, on a évoqué la question what comes first, climate change or changing the climate of negotiations. Et dans ce climat des négociations dont on parle dans notre positionnement, il y a quand est-ce qu'on va mettre sur la table l'accès équitable et le réajustement des ressources de chaque individu. Mais une fois qu'on a posé cette question-là, on va passer à l'étape suivante. Comment est-ce qu'on fait, tant que les nations existent, pour que chaque nation a la possibilité de déclarer dans quelle situation elle se trouve et comment est-ce qu'elle fait pour assurer la sécurité alimentaire et à l'accès de ressources sur son propre territoire pour ses propres populations. Là, vous voyez tout de suite qu'on va déborder dans le cadre des prévisions de l'OMC, dans le cadre du commerce international et de la liberté ou non liée à ce commerce. Sans parler après de toute autre considération politique qui nous lie aux stratégies et à la géopolitique actuelle dans laquelle on voit bien que la force l'emporte sur tout autre critère. Sans doute, les discussions avec Michel Serres ont été éclairantes et extrêmement rassurantes. Lors de ces débats, je pense qu'on est arrivé à un socle de valeurs, un socle, je dirais presque philosophique, dans lequel on veut s'assurer que toute transformation à venir va répondre à un triple critère, à un triple assemblage, et que les liens dans chacun des éléments du triangle ne sont jamais oubliés. Et je reprends sans doute une partie des choses que j'ai déjà formulées, c'est de s'assurer qu'on sera socialement juste, qu'on sera responsable par rapport à l'environnement, qu'on sera en fait dans un contexte d'explication qui fasse que cet assemblage-là où le social et l'environnemental se retrouvent imbriqués d'une manière irréversible, soit culturellement acceptable. Donc on est en train de réfléchir à une transformation qui va bien au-delà du politique, qui va vers quelque chose où il va falloir repenser notre culture au monde, de telle sorte qu'on ne soit pas dans un questionnement la place de l'homme dans la nature, la façon dont l'homme se confronte avec la nature, mais l'homme dans la nature, l'homme avec la nature. Et là, je pense que la place de Michel Serres est entière et intacte. Elle nous a même permis d'imaginer que dans cet assemblage-là, il va falloir chercher la clé la plus à même d'ouvrir la première porte de ce cheminement. Et je ne sais pas si c'est évident pour tout le monde, parce qu'on ne l'a pas compris comme ça dès le début, mais il me semble que ce qui ramène par la suite tout le monde autour de la même table, c'est de se dire que socialement juste, environnemental responsable, culturellement acceptable,
c'est de parler en fait, au nom de ces valeurs-là, de la santé des individus, de la santé de la société de ces individus et de la santé de l'environnement, comme un seul, comme une seule question, comme une seule façon de faire. Si on part sous cet angle-là, je pense qu'on a peu de marge de manœuvre de négocier dans la direction du American Way of Life n'est pas négociable. En posant la question de la santé publique, en se disant que la première chose, le premier indicateur, la première métrique, la première unité, c'est ce qu'on a discuté dans les ateliers, la première unité de mesure à travers laquelle on essaie de vérifier que cet assemblage de trois valeurs tient la route, c'est de se poser, est-ce que l'état de santé des individus et des sociétés est suffisante? Elle est en conformité avec le fait qu'un socle de sécurité sociale commun dans lequel la santé, l'alimentation, l'accès au travail, etc., font partie de la boîte à outils, sont là. Et pour l'instant, c'est, je dirais, le deuxième étage de la fusée de nos hypothèses dans lequel on essaye de faire en sorte que tous les débats qu'on a, tous les indicateurs qu'on met en place, réunissent in fine la négociation, les choix qu'on peut émettre par des scénarios, par la nécessité de répondre à ceci. Est-ce que l'état de santé de l'individu, de sa société et de l'environnement dans lequel il est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle évolue vers le mieux ou elle régresse? Et pour l'instant, c'est, je pense, l'élément qu'on aimerait apporter sur les agendas et les tables de négociation. Les ressources comme étant l'élément qui permet d'accéder à ces besoins vitaux. Et le rapport entre cet accès et la dynamique, l'évolution, la trajectoire de l'état de santé de ces composantes. Pourquoi? Parce que si on revient au Club de Rome et au travail de Halte à la croissance, on voit que dans les scénarios qui ont été évoqués, et pour l'instant, l'essentiel des indicateurs colle particulièrement bien et près à un seul des scénarios, imaginez lequel, c'est business as usual. Dans ce cas-là, ça veut dire que vers 2025-2030, on va réellement être confronté avec le renversement des courbes pour les taux de natalité, pour le taux de mortalité, pour l'état de santé global des populations, pour la production par tête alimentaire, industrielle et les pollutions qui vont avec. Donc, moi, ça me semble qu'on ferme petit à petit le cercle, la boucle, dans laquelle on a identifié deux éléments clés sans lesquels aucune négociation, aucun choix véritable de société ne peut se faire si on passe à côté de la question où sont les ressources, à qui appartiennent ces ressources et comment elles sont distribuées, ajustées dans la société, avec le critère société et du coup, c'est peut-être le dernier mot que j'ai envie de coller à cet assemblage-là, c'est quoi? Comment on se positionne individuellement et collectivement par rapport à la question des communs, des biens communs. Et moi, par ricochet, j'avais plutôt envie dans l'Institut de travailler sur les biens publics en tant que serviteur public. Mais la question fondamentale est là. Comment est-ce qu'on recadre actuellement une économie et une finance débridée pour qu'elle aille politiquement vers quelque chose qui serait des communs, des biens publics, un dispositif de gestion politique qui aille dans le sens des communs, de telle sorte que les moteurs de l'activité de nos sociétés soient en phase avec ces éléments-là. Quitte après à se dire, oui, il faut qu'on soit efficace, il faut qu'on soit rentable, il faut, etc. Mais je pense qu'on ne peut pas continuer dans la ligne qui est actuellement sur tous les agendas politiques, économiques et autres, qui est celle de la compétition
encore une fois, je peux l'appeler débridée, d'une compétitivité mal comprise et qui ne fait que tourner en boucle et nous ramener systématiquement à cette dégradation constante de ce qui est les communs. Peut-être que la première question à évoquer ici, c'est que si on va dans une démarche qui est celle d'une triple santé, quitte à savoir qu'on ne parle pas systématiquement d'une santé médicalement assistée, mais c'est de reprendre la question de ces équilibres, des vulnérabilités et résilience en fonction de la situation telle qu'elle est, et de réfléchir dans comment on organise nos sociétés, y compris la recherche qui se fait dans ces sociétés, pour sortir des logiques qui sont curatives et aller vers des stratégies préventives. Et là, la santé des systèmes et la santé des écosystèmes et la santé des hommes ne fait qu'un. D'ailleurs, il y a pas mal de données depuis les années 1990 dans lesquelles on voit bien que dans quelque sens on prend la question, est-ce qu'on dégrade l'écosystème, donc du coup la santé des habitants du territoire a toutes les chances de se dégrader, ou on dégrade l'état de santé socialement parlant, économiquement parlant, des individus d'un territoire et qui, pour des raisons encore une fois évidentes, vont impacter tôt ou tard sur la qualité des fonctions et des services de l'écosystème. Or, la santé d'un écosystème, c'est sa capacité de boucler ses cycles et à partir de là, d'offrir des services d'une qualité qui est directement reliée à la capacité de régénérer proprement ces cycles. Donc si les services en question ne sont pas à la hauteur, je pense que même et surtout avec le meilleur système de santé au monde, avec les coûts que cela implique, c'est aller vers des difficultés évidentes. L'exemple sans doute le plus récent, c'est la pollution de l'air dans les grandes métropoles chinoises. Il n'y a aucun doute que, sauf des calculs à très très court terme, il n'y a rien qui tienne debout, ni pour l'environnement, ni pour la santé et la capacité des citoyens qui occupent ce territoire, les Chinois en l'occurrence, à répondre proprement à des besoins économiques, à des besoins sociaux lorsque l'environnement se dégrade de telle manière. Donc, dans ce contexte-là, je pense que la santé des individus et la santé des écosystèmes se gèrent quasi dans un système de vases communicants. Après, la santé de la société, c'est plutôt la santé des rapports de force ou de rapports de cohérence, je dirais, organisationnelle des sociétés. Est-ce que le système social est suffisamment élaboré, suffisamment robuste, suffisamment équitable, égalitaire, participatif pour que chacun trouve sa place là-dedans? On voit bien que même si le système de santé est correctement mené, même si l'environnement est relativement correct, si les rapports sociaux se dégradent, ben on va vite vers des ajustements sur les deux composantes, la santé individuelle et puis la santé de l'environnement dans lequel le système social fonctionne moins bien ou beaucoup moins bien que ce qu'on peut imaginer. Donc, dans ces dimensions-là, il me semble que la clé d'entrée par la notion de santé, même s'il faut lui donner chaque fois la connotation qui s'impose, tient debout, tient la route, elle parle à tout le monde, elle interroge, elle interpelle, excusez-moi de la formule, le dernier des politiques, dans le sens où celui-là qui serait moins sensible à ces dimensions. J'essaierai de rester schématique parce que le travail qu'on effectue dans le cadre de l'Institut Michel Serres,
il est encore dans le registre des ressources et des dimensions qu'on avait évoquées. Et la question des biens, elle arrive pendant que nous marchons. Ce qui nous frappe en tout cas, et surtout dans le cadre des formations qu'on offre aux biologistes, c'est cette marchandisation, cette commodification rampante de quasiment tout élément qui nous entoure. Et ça, forcément, pose problème. Alors, comment est-ce qu'on dépasse, quelles sont les passerelles, les voies, les articulations auxquelles on peut faire appel pour dépasser, en tout cas, essayer de réfléchir autrement et de trouver les moyens de ramener à un autre équilibre ces extraordinaires mouvements de pendule économique, social, politique. La marge de manœuvre n'est pas extrêmement importante. Mais je trouve que réfléchir initialement en termes de quelle démocratie veut-on, avec qui peut-on la faire, à quelle échelle territoriale faut-il ramener les premières émergences, rentre un peu dans ce que nous pensons pouvoir faire et ce que nous savons faire. Et donc on a décidé de centrer notre activité et notre recherche en même temps sur la dimension régionale. Il nous semble que la région est une entité politiquement organisée dans laquelle des décisions se prennent, des acteurs se connaissent mieux qu'ailleurs, qu'ils interagissent proprement et que donc on peut mettre autour de la même table pour un territoire qui est donc connu et partagé par ces acteurs, dont les ressources sont l'objet constant de préoccupation et dans laquelle la façon de négocier autour d'une même table avec un ensemble d'acteurs identifiés est intéressante. Et ce qui peut les ramener après à réfléchir aux outils politiques, aux outils démocratiques par lesquels ils sont reliés, ça doit être la question de la responsabilité. Entre autres aussi parce que limites en tout genre posées, situation, je dirais, extrême du point de vue de ce qu'on avait déjà évoqué comme étant la capacité de charge, l'accès à gestion de ces ressources dans des conditions de productivité, d'efficacité optimisées. Tout ceci me font penser que la seule chose qui puisse réunir autour d'une même table et réfléchir et partager les analyses et les informations, c'est la responsabilité. Alors, je voudrais que la science apporte son savoir-faire dans la façon dont s'exerce cette responsabilité, et elle peut le faire par ce qu'elle a toujours tenté de faire au mieux, c'est-à-dire apporter des éclairages à la décision. Que cette décision soit soutenue par ce que les Anglais appellent evidence-based. Alors, on sait très bien que la démocratie et la négociation autour d'une table pour faire les choix est quelque chose qui ne se limitera jamais à ce que le evidence-based apporte sur la table, mais on n'a jamais eu autant de science, on n'a jamais eu autant de capacité de modéliser, de produire des scénarios qu'aujourd'hui. Donc j'aimerais bien qu'on tienne compte de ça. Le plus intéressant aussi dans l'affaire, c'est que la capacité de produire des données en tant que preuve, en tant que support à la décision, peuvent se faire, et c'est là, je dirais, un ultime pari dans lequel on est engagé, peuvent se faire en quasi-temps réel. Images satellitaires, je dirais démocratie participative dans le sens où on peut envoyer en temps présent, en temps immédiat, des informations de divers types, notamment l'OMS semble être dépassé aujourd'hui par les systèmes des réseaux Google dans la façon dont il identifie des centres dans lesquels des épidémies ou des problèmes de santé publique se posent. Donc je pense que ça vaut le coup
de tester cette capacité d'apporter un soutien à la décision par des données qui sont récoltées quasiment en temps réel. C'est le pari sur lequel on met. Alors, quel serait le bonus de ça? L'idée, c'est que le débat responsable autour des questions qui se posent ne sont plus des questions qui se basent sur des données ou des informations qui viennent des recensements et autres faits il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 3 ans. Ça peut venir sur des données qui débarquent sur la table en déant 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, etc. Ça me semble extrêmement... Peut-être que cette dimension de temps réel, dangereuse et intéressante à la fois, fait partie de ce basculement culturel dont on a besoin pour passer à autre chose. Ou en tout cas traiter autrement la question de la décision collective, participative, et dans laquelle la dimension des communs prend tout son sens. Je pense que c'est là où le temps réel pèsera le plus lourdement. À partir de quel moment, à partir de quelles questions, à partir de quelles données on décide que tel bien privé jusqu'à maintenant ou utilisé en tant que consommateur, que propriétaire, peut passer à des fonctionnalités différentes et qui du coup rentre dans l'espace public, rentre dans l'espace à partager. Comment on regarde aujourd'hui avec le cadrage anthropocène et les autres éléments de la discussion que nous avons eue, les questions d'éducation, les questions de la place de l'éducation dans la société, dans l'économie, dans le politique et dans tout cet ensemble-là, cela me semble extrêmement important de clarifier un certain nombre de choses. La première, c'est que dans cette dérive de marchandisation d'un ensemble d'éléments de nos sociétés, l'université en fait partie. Donc elle rentre dans ce long tuyau dans lequel on lui assigne un certain nombre de missions qui s'éloignent fortement de ce que l'université a représenté et ce que consistent ces missions historiques. Je m'explique. L'université, à mon sens, est une structure qui est responsable en tant que telle pour un certain nombre de choses. Les plus importantes me semblent étant le fait de se rappeler d'où nous venons et nous indiquer aussi largement possible, aussi, pas précisément parce que ce n'est pas le bon terme, mais avec des arguments suffisamment, avec une capacité d'analyse critique aussi importante que possible vers où nous allons. L'Anthropocène pose exactement cette question. Or, si l'université actuellement est ballottée et poussée, est incitée à évoluer vers des cieux qui ne sont pas les siens, je pense qu'on passe à côté d'une composante extrêmement importante dans ce que c'est le politique, le sens du politique et la mission même du politique. Je trouve que dans tous les systèmes à travers lesquels la société tente à s'organiser, l'université est par sa nature même la chose la plus politique, en fait, qui a le potentiel politique le plus important, non seulement parce qu'elle devrait regarder avec une acuité importante sur le passé et sur le futur, et si elle le fait, elle devrait le faire sans se soucier outre mesure du présent, qui est une sorte de lentille rétrécissante qui ne permet pas de remplir cette autre dimension, mais qu'elle doit systématiquement se poser la question de sa responsabilité dans la société. Et sa responsabilité est de donner du sens, de former à l'esprit critique et surtout de répondre à la question pourquoi sommes-nous là sur cette terre, dans cette configuration société, environnement, société, écosystème et la construction forcément extraordinaire qui est le groupe d'individus dans son environnement.
Or, l'université s'éloigne de cette capacité à répondre qui sommes-nous, pourquoi sommes-nous là et où nous allons. Donc je considère du coup, dans les missions qui sont les miennes par les fonctions d'enseignant-chercheur que j'ai, mais aussi dans le cadre de l'Institut Michel Serres, que nous avons cette obligation de revenir, de reprendre cette incroyable matière première que sont les étudiants et de les ramener dans ce type de débat. Et c'est ce que nous faisons. Donc responsabilité, génération, que je mettrai, pour rester aussi dans la démarche des Occupy, etc., je dirais que c'est la génération qui correspond au mieux au terme low power, slow power, et il faudrait qu'on lui donne à travers le low et le slow la capacité de monter en puissance et de défendre les idées pour lesquelles l'université a été imaginée. Je me place tout de suite dans ceux qui ont pensé les premières universités. Et même si on n'est peut-être pas tout à fait sur le même positionnement, sur les mêmes besoins, mais je pense que la démarche universitaire a toujours été la même. Il ne faut pas qu'on lui enlève cela, et je pense qu'un des objectifs, c'est qu'on se batte en tant que citoyen pour défendre cette idée. Le végétal me semble être la charpente de nos réflexions présentes et à venir. On peut le traiter sous deux angles. Considérer que le végétal, c'est la biomasse, c'est la production primaire, et vous avez sans doute remarqué que la problématique de la biomasse est devenue politiquement correcte et importante. Beaucoup de questions, beaucoup de rencontres, beaucoup de programmes portés par le politique sont en fait étiquetés, identifiés comme étant biomasse. Alors derrière la biomasse, évidemment, il y a le végétal. Alors, dans le cadre de la discussion que nous avons, si vous regardez comment vit, comment évolue pendant un cycle de vie un végétal, vous avez tout de suite la possibilité de répondre, plus développement durable que le végétal, ce n'est pas possible. Donc il y a là une sorte de regard qu'il faut qu'on porte sur le végétal pour essayer de comprendre quelles sont les possibilités pour prendre ce raccourci qui nous sépare d'un système, d'une organisation sociétale et environnementale dans lequel on mettrait de notre côté l'essentiel des capacités à se comporter, bénéficier en fait de ce que c'est le développement durable, ou en tout cas les capacités de... Bon, je pense qu'il faut reprendre parce que ce n'est pas bon là. Donc le végétal a ces caractéristiques innées de répondre à ce que nous imaginons être un comportement durable. Donc l'idée, c'est de s'inspirer en le connaissant le mieux possible. Alors évidemment, on a tendance à considérer que le végétal, c'est simple, donc qu'il est là tout le temps, qu'on aura la possibilité d'en bénéficier tout le temps. Pourtant, les déserts et d'autres régions du monde nous disent pas nécessairement la même histoire. Donc nous, on s'est posé la question de étudier le végétal, comprendre d'où il vient, comment il a évolué et qu'est-ce qu'il a fait qu'aujourd'hui, il est incontournable dans toutes les stratégies de développement. Il faut peut-être savoir que l'ancêtre commun entre les hommes que nous sommes et le végétal remonte à 1,5 milliard d'années. On ne sait pas très bien ce que c'était cet ancêtre commun, quelque chose du genre d'une levure, ou, probablement. Toujours est-il que les deux groupes d'organismes qui aujourd'hui représentent les dominantes des écosystèmes, c'est-à-dire les mammifères et les plantes à fleurs, sont des organismes placentaires, c'est-à-dire ils ont dans leur stratégie de reproduction
une structure, le placenta, qui, du point de vue évolutif, est une conquête en termes de complexité, fonction et capacité de donner un maximum de chances à la descendance de trouver sa place dans la compétition qui a lieu à l'intérieur de l'écosystème, extrêmement important. Je vais laisser les mammifères de l'autre côté pour revenir au végétal en tant que structure évolutive à placentation. Les plantes à fleurs ont apparu sur la Terre, la planète Terre, assez récemment, 150, 170 millions d'années. Donc c'est une conquête évolutive relativement tardive. Il y a des explications possibles, mais en tout cas, la complexité des fonctions que les plantes à fleurs sont capables d'assumer est extrêmement importante. Et ce n'est pas un hasard si ce groupe évolutif, donc les plantes à fleurs, représente l'essentiel de ce qui a été domestiqué et est à la base des agricultures du monde. On n'a pas construit, que je sache, des civilisations suffisamment sophistiquées sur des fougères ou sur des conifères même. Donc, les plantes à fleurs sont un apport de cette trajectoire évolutive des êtres sur Terre qui ont permis à l'espèce humaine à inventer quelque chose qui bénéficie entièrement d'un potentiel qui se trouvait là et qui a nécessité cette intelligence humaine pour le dévier de sa trajectoire naturelle. Mais ce n'était pas nécessairement gagné d'avance qu'un potentiel construit par la nature puisse être détourné par les intentions de l'homme. Ces intentions sont intéressantes parce qu'on constate que l'agriculture, l'amélioration des plantes et des animaux qu'on appelle, mais surtout pour les plantes, ont apporté ce qu'on peut appeler une obésité fonctionnelle. Des fruits d'une taille quelconque, des plantes apportant une biomasse quelconque sont en fait des états d'obésité que l'agriculture a produit et qu'elle maintient avec ses savoir-faire. Prends l'exemple du maïs, si vous le larguez, si je peux dire ainsi, dans la nature, il ne va pas nécessairement réussir à se maintenir, à se reproduire par soi-même, vu la compétition dans laquelle il va se retrouver à nouveau. C'est vrai aussi pour le ver à soie, par exemple, pour vous donner une idée de ce que la domestication a signifié. Toujours est-il donc que les plantes à fleurs, substrat stratégiques de l'agriculture, sont aujourd'hui à la base le socle de deux situations extrêmement complémentaires et avec lesquelles, à mon avis, il va falloir composer à jamais si on veut avoir des sociétés qui seraient résilientes du point de vue social et écosystémique. Ce sont les plantes à fleurs qui ont permis la constitution des écosystèmes très sophistiqués, dans lesquels on a des productions de biomasse, des productivités, des rendements énergétiques extrêmement importants. Sans parler des fossiles qu'on retrouve encore et toujours, mais les plantes à fleurs sont aujourd'hui l'assurance type de ce que nos projets de développement peuvent constituer. Et puis, en ayant dit plantes à fleurs, écosystème sophistiqué, je peux vous dire aussi que des plantes à fleurs et l'agriculture qui va avec sont à la base des sociétés, des systèmes de sociétés très sophistiqués, dans lesquels culture, recherche, science et tous les artefacts dont on peut caractériser les sociétés modernes se basent en fait sur ce que l'agriculture a permis de faire. Dans ce sens, je pense, et c'est un peu le message de l'éloge que je fais aux plantes à fleurs, c'est essayons d'enseigner, de comprendre, d'apprécier et d'aimer, ce n'est pas difficile avec les fleurs que l'on connaît, ce végétal qui est en fait la charpente de ce que nous
pouvons faire de mieux sur cette terre. Pour moi, l'avenir, c'est une question ouverte dans laquelle je serais extrêmement déçu, si je peux l'exprimer comme ça, de ne pas voir se matérialiser cette autre évolution extrêmement surprenante, celle du cerveau humain, qui est certes enfermé dans un corps et dans des fonctions qui nous rapprochent systématiquement de l'animal, mais cette évolution culturelle qui a été permise en partie par l'évolution des plantes à fleurs me semble nous donner une ouverture, nous montrer, ou en tout cas nous permettre de prendre un chemin sans doute sur lequel jamais des êtres vivants ont tenté de s'engager jusqu'à présent, et que je serais extrêmement rassuré, extrêmement satisfait intellectuellement si on pouvait tirer le mieux de cette expérience cognitive, de cette expérience coévolutive, pour que sur la planète Terre qui est la nôtre, sans nécessairement avoir envie de partir ailleurs, réaliser peut-être ce qu'on pourrait appeler le jardin planétaire, dans lequel l'espèce humaine reformulerait le contrat naturel, reformuler le contrat des espèces pour qu'il y ait cette harmonie qui, à mon avis, est à la portée de notre intelligence.